BX1 ⁇ L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Khalil Ouasti, député à la Chambre, donc pour le Parti socialiste, membre notamment de la Commission justice. Bonjour Khalil Ouasti. On vous appelle parce qu'en Commission justice et en Commission de la Constitution, on parle beaucoup d'une réforme de la Cour d'assises. On en parle notamment parce qu'il y a ces jours-ci la Chambre du Conseil des attentats du 22 mars que le procureur fédéral, Frédéric Van Leu, a indiqué qu'il estimait que la Cour d'assises n'était pas le meilleur endroit pour juger des affaires de terrorisme. On sait que la Commission de la Constitution doit se pencher sur une proposition qui émane de la NVA avec le renfort de certains députés Open VLD pour réviser l'article 150 de la Constitution. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée pour vous de dire que les crimes pour terrorisme ne doivent pas être jugés en cour d'assises ? Mais je pense que dans le contexte actuel, c'est une mauvaise idée, parce que pour recadrer aussi le débat, il faut préciser que la réforme sur laquelle nous sommes amenés à voter cet après-midi, c'est pas une réforme de la Cour d'assises. On ne touche pas du tout à la Cour d'assises. La seule chose que l'on fait, c'est on soustrait à la Cour d'assises les crimes de terrorisme, et le problème, c'est que cette réforme ne s'accompagne pas d'une autre loi pour organiser le transfert vers une autre chambre judiciaire, et donc on ne sait pas où ces crimes terrorisme, si on devait voter cet après-midi favorablement à la proposition de la NVA, on ne sait pas par qui ces crimes devraient être jugés. Et là, c'est un vrai danger. Ça veut dire que le danger, c'est qu'on renverrait éventuellement ces crimes vers le tribunal correctionnel ? Mais on le renverrait vers le tribunal correctionnel avec plein de problèmes, puisque le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer des peines criminelles. Le tribunal correctionnel est plafonné dans les peines qu'il peut prononcer, donc il ne peut pas prononcer la perpétuité, par exemple, ce que peut faire la cour d'assises. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un saut vers l'inconnu qu'on nous propose. J'avais une image c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un qui n'a pas de licence de pilote de prendre les rênes finalement d'un Airbus et d'atterrir la nuit sur une piste de brousse. C'est vraiment ça. Le crash paraît presque inévitable. Oui, pourtant, le procureur fédéral Frédéric Van Leu estime qu'on ne doit pas renvoyer les crimes pour terrorisme devant la cour d'assises. Certaines associations de victimes des attentats du 22 mars pensent la même chose. Vous leur répondez quoi ? C'est qu'on s'y prend trop tard, en fait. Mais on s'y prend trop tard. D'autres associations ne pensent pas ça. J'ai encore reçu un courrier ce matin d'une association Life for Belgium qui pense exactement le contraire. Et 3, le procureur fédéral Van Leu peut émettre son opinion, mais jusqu'à présent, le procureur est chargé d'exécuter les lois, pas de les faire. Ça, c'est encore le choix du législateur. 1, du constituant 2, et puis il nous appartient, si on veut discuter de la cour d'assises, moi je suis ouvert au débat, mais de discuter d'une réforme de la cour d'assises dans un cadre d'ensemble, pas pour un procès ou une procédure particulière. Ouais, ça veut dire qu'on ne peut pas faire une exception pour les crimes de terrorisme, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? C'est ce que je dis, c'est un peu sur l'image que certains ont déjà dit, il ne faut pas que les terroristes aient également la peau de la cour d'assises ou assistent à ses funérailles. Ouais. Pourquoi est-ce que vous tenez à cette cour d'assises ? On sait que c'est un jury populaire, avec un tirage au sort qui représente les citoyens, qui établit la culpabilité et qui décide des peines avec l'aide de magistrats professionnels. Ce système, pour ceux qui sont ses détracteurs, il est coûteux, lourd à mettre en place, ce sont des procédures longues. Et puis, dans le cas du procès du 22 mars, la crainte de Frédéric Van Leu, c'est que les jurés, ces personnes tirées au sort, ne tiennent pas le coup sur la longueur et que face à une procédure qui s'éternise pendant des mois, ils finissent par craquer et qu'on se finisse par se retrouver avec un jury incomplet. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments de fond ? Mais moi, je pense que, d'une part, il faut faire confiance à nos citoyens. Les cours d'assises, il en est organisé tout le temps, et des longues cours d'assises, il en a déjà été organisé par le passé. Elles ne se sont pas mal passées pour autant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est le seul endroit, à l'exception de ce qu'on appelle les échevinages, par exemple, au tribunal du travail, où des citoyens peuvent prendre part au processus judiciaire. Et je pense que c'est encore un des rares endroits où les citoyens peuvent s'exprimer, et c'est important. 3, sur les craintes, moi, je pense que on prend le problème à l'envers. Le problème structurel, c'est le définancement de la justice depuis des années. On en parle et on met pas assez de moyens dans la justice. Mettons d'abord des moyens dans la justice, faisons fonctionner ce qui existe, et puis lorsqu'on aura mis les moyens nécessaires à faire fonctionner ce qui existe, voyons s'il y a un besoin d'évolution ou de réforme. Mais là, on prend le problème à l'envers, à mon sens. Ça veut dire que vous êtes attaché à cette notion de jury populaire ? Oui, c'est un principe de base, c'est symbolique.
C'est plus que symbolique, c'est important, je l'ai dit, c'est le seul endroit, c'est la seule institution où les citoyens ont encore un mot à dire dans le processus judiciaire. Et donc c'est important. Je ne suis pas fermé à discuter de la cour d'assises, de son évolution, de réforme et ainsi de suite. Je l'ai toujours dit, même si nous devions en discuter, l'objectif c'est de maintenir finalement un jury populaire d'une manière ou d'une autre. En France, par exemple, il y a aussi une participation citoyenne aux procédures de cour d'assises. Et donc la question c'est de maintenir ça, quand bien même on réformerait ou on ferait évoluer l'institution, mais dans un cadre global et non pas conjoncturel. Ouais. En France, il y a quand même un tribunal professionnel lorsqu'on parle des affaires de terrorisme. Une dernière question, Khalil Ouasti, là-dessus. Il y a un vote donc cet après-midi en commission. Pour toucher à la Constitution, il faut une majorité des 2/3. Oui. Certains partis néerlandophones vont probablement se rallier à la position de la NVA. Malgré tout, bon, on ne va pas jouer à Madame Soleil, mais cet après-midi, les 2/3, a priori, la proposition ne va pas passer. Vous me le confirmez ? A priori, cet après-midi, en commission, il n'y a pas de besoin de majorité des 2/3, c'est une majorité simple. Mais a priori, même cette majorité simple ne sera pas trouvée en commission cet après-midi. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet avec vous, c'est celui de la grande mosquée de Bruxelles qui n'aura pas, pour l'instant en tout cas, de reconnaissance officielle. J'aborde ce sujet-là avec vous parce que ça dépend également du ministre de la Justice, donc de la commission dans laquelle vous siégez pour contrôler le gouvernement. Vincent Van Quickenborne s'appuie sur un rapport de la Sûreté de l'État qui établit des connexions entre les nouveaux dirigeants de la grande mosquée et l'État marocain. La décision de Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, elle vous surprend ou pas ? Mais elle me surprend dans la forme plus que dans le fond, puisque dans la forme, divulguer un rapport de la Sûreté de l'État et le publier dans la presse, c'est quelque chose tout de même d'assez étonnant. Ça, c'est une première. Sur le fond, moi, je n'ai pas eu accès à ce rapport. J'en ai entendu ce qui a été rédigé dans la presse, mais je n'ai jamais eu accès à ce rapport de la Sûreté de l'État. Donc, je ne saurais pas le commenter, je ne saurais même pas voir sur la base de quels éléments la Sûreté de l'État s'est basée. Ouais. Que la grande mosquée, qui est quand même pas la plus petite mosquée de Bruxelles, reste comme ça, sans reconnaissance officielle. Alors c'est vrai qu'il y a liberté de culte et qu'on n'est pas obligé d'avoir une reconnaissance officielle en Belgique pour un lieu de culte, mais la reconnaissance officielle, c'est quand même un label et ça indique aussi qu'on est dans une relation de confiance et de concertation avec les autorités. C'est pas un peu embêtant de laisser la grande mosquée en dehors de ce circuit officiel ? Mais c'est dommage, puisqu'on en a déjà parlé il y a quelques années, finalement, quand la concession à l'Arabie Saoudite, qui était une erreur historique, lorsqu'on a mis fin à cette concession, il y avait la possibilité, à mon sens, de travailler sur plusieurs pistes. Et je pense que c'est effectivement un lieu important et symbolique, notamment pour la communauté musulmane de Belgique. Et si on veut parler d'un islam en Belgique, il faut, je pense, que ce lieu et ce symbole puissent exister et exister sereinement et loin des polémiques. Ouais, ça veut dire que vous allez interroger Vincent Van Quickenborne là-dessus en commission ? Mais je peux essayer de l'interroger, mais à mon sens, je n'aurai pas accès au rapport de la Sûreté de l'État. Alors, dernière question, dernier volet que je voudrais aborder avec vous, c'est l'ambiance dans la majorité. On sait qu'il y a quand même beaucoup de remous et beaucoup de déclarations autour de l'organisation des fêtes de fin d'année, la bulle de Noël, l'organisation aussi des métiers de contact. Est-ce que l'ambiance reste sereine dans la majorité au Parlement fédéral ? L'ambiance est bonne, il y a toujours des éléments de la majorité qui veulent un peu tirer la couverture à eux. Qui ça ? Pardon ? Qui ça ? Mais il y a des députés, on peut le voir, il y a certains députés qui veulent tirer la couverture à eux. On a eu des expressions malheureuses, je pense, d'un président de parti également. Qui ça ? Georges-Louis Boucher, pour le citer, vous le savez aussi bien que moi, et donc c'est une expression, je trouve, qui est malheureuse, puisqu'il y a ce gouvernement est cohérent, ce gouvernement fonctionne. Il y a des choses qui doivent être améliorées, comme dans toute équipe gouvernementale, mais en tout cas, pour l'instant, l'ambiance est bonne et on avance. Ouais. Malgré tout, sur les métiers de contact, il y a une réunion au moment où on se parle autour du Premier ministre et on entend quand même un certain nombre de spécialistes dire pour les coiffeurs, à partir du moment où ils portent le masque, à partir du moment où ils n'ont qu'un seul client dans leur boutique, ça devrait être gérable. Ça veut dire qu'il y a quand même des allègements qui sont possibles au-delà des slogans et des positionnements. Mais au-delà des slogans et des positionnements, il faut justement objectiver systématiquement les choses. Vous savez, c'est pas agréable de fermer des coiffeurs comme c'est pas agréable de fermer un tissu économique ou un secteur économique. Le comité de concertation du 18 décembre a cet objectif-là, c'est-à-dire d'objectiver les choses, d'objectiver les chiffres. Il faut être précis, rigoureux. Et si on devait, suite à l'analyse des chiffres, constater que pour ces métiers de contact,
une réouverture est possible, alors réouvrons. Ça n'amuse personne de fermer des tissus économiques et je pense qu'on doit le faire le plus vite possible, mais toujours en gardant en tête finalement qu'il y a encore 100 morts par jour aujourd'hui en Belgique à cause du Covid-19. Merci beaucoup, Khalil Ouasti, d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle que vous êtes député fédéral, donc à la Chambre pour le Parti socialiste, et que vous siégez notamment dans la commission justice. Merci à vous.